Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, en commentaire internet aussi, hein. C'est le sujet de l'importance de l'orthographe. J'ai un avis là-dessus qui pourrait peut-être surprendre certaines personnes, étant donné que je suis professeur agrégé de lettres classiques, hein. Je n'ai pas nécessairement les mêmes priorités que tout le monde, hein. Pour moi, j'ai une formation de linguiste. Ma spécialité universitaire, c'est la linguistique. Du point de vue d'un linguiste, les langues sont en évolution permanente, hein. Par exemple, le français vient du latin, mais il n'y a pas eu de rupture brutale, au niveau du langage, oral, des peuples qui vivent, sur le territoire, qu'on appelle aujourd'hui la France. Il n'y a pas eu de grosse rupture. En fait, le latin est devenu progressivement, tout un tas de dialectes, sur, le territoire. Le latin est devenu, petit à petit, au fil des siècles, le breton en Bretagne, l'occitan en Occitanie. Bon, certains parlent d'occitan pour tout le sud de la France, bien sûr. Le provençal en Provence, parce que tout dépend de comment on classe les dialectes, les sous-dialectes les uns par rapport aux autres. Et les langues, d'un point de vue linguistique, n'existent pas, il n'y a que des dialectes, hein. Ce qu'on appelle aujourd'hui la langue française, c'est ce qui est devenu le dialecte francilien, après qu'il soit devenu, hein, la langue administrative et la langue officielle, la langue de référence nationale. Là, oui, là, on parle de langue. Mais tout ça, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue historique, tout cela peut paraître finalement assez relatif, hein, assez contingent. Enfin, contingent, non, puisqu'il y a des raisons justement historiques et culturelles, mais notamment la place de Paris, hein, le rôle de Paris dans l'organisation du territoire qui a propulsé le francilien en langue nationale. Donc, tout cela permet de relativiser un petit peu ce qu'on considère comme gravé dans du marbre, hein. Rien n'est gravé dans le marbre, rien. Le français suit une évolution. Il y a toujours cette tension qu'on retrouve dans à peu près tous les domaines de ce qu'on appelle la culture, hein. Il y a toujours une tension entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Les anciennes générations étant attachées à ce qu'elles ont connu quand elles se sont formées en tant qu'adultes, quand elles étaient enfants donc, et les nouvelles générations qui, elles, ont une enfance différente et qui donc vont s'attacher à des choses différentes et qui elles-mêmes, quand elles auront vieilli, regarderont sûrement d'un mauvais œil les prochaines jeunes générations, celles du futur, qui s'attacheront encore à des nouvelles choses. Donc finalement, lorsqu'on est sentimentalement attaché à un ancien état de la langue, c'est très bien, hein, c'est légitime. Je veux dire, moi aussi, je suis sentimentalement attaché au français que j'ai appris à lire, à écrire, à aimer, hein, à apprécier, moi aussi. Mais la nostalgie peut nous égarer dans des combats perdus d'avance. Et je pense que dans certains domaines, les combats sont perdus d'avance. Bon. Par exemple, aujourd'hui en français, on constate une généralisation de tournures qui sont censées être fautives, hein, notamment le pour pas que, hein, pour pas qu'il se fasse mal, etc., etc. Alors qu'il faudrait dire pour qu'il ne se fasse pas mal ou pour éviter qu'il se fasse mal. Donc le pour pas que est en train de se généraliser. Bientôt, il sera probablement validé par l'Académie française. Et on a tout un tas de tournures de ce genre qui deviennent de plus en plus, enfin qui s'imposent, voilà, qui s'imposent. Parce qu'en linguistique, l'usage sera toujours plus légitime que ce qui est écrit dans des manuels scolaires. Voilà. L'usage est roi. Voilà. Et ce que les gens disent tous les jours, toute la journée, à voix haute, c'est ce qu'on appelle l'usage.
Et ce n'est pas que l'orthographe qui est concernée, hein, c'est aussi le vocabulaire, bien sûr. Les mots changent de sens. Et pour relativiser encore, on peut remarquer que le français que les anciens d'aujourd'hui parlaient quand ils étaient enfants était déjà considéré comme du mauvais français, hein, par ceux qui étaient âgés dans les années 60-70 et qui, dans certaines écoles, avaient appris que c'était le français du XVIIe siècle, hein, qui était la référence, et pas du tout celui du XIXe, alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est le français du XIXe siècle qui sert de référence. Mais si vous lisez par exemple Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, dans son école catholique, on ne jurait que par le français du XVIIe siècle. Le français du XIXe siècle était considéré comme vulgaire, comme déjà décadent. Voilà. Tout ça est très relatif finalement. Et quand on parle des grands classiques qu'il serait dommage d'oublier, hein, ben nous, quand on pense aux grands classiques, on pense essentiellement à Victor Hugo, Maupassant, Flaubert, etc. Alors que les grands classiques du Moyen Âge, personne n'y songe. Tout simplement parce que quasiment plus personne n'est capable de lire l'ancien français. Enfin, ce qu'on appelle l'ancien français. En fait, ça recouvre des tonnes de dialectes, mais vous m'avez compris. Méritent-ils d'être oubliés, eux? Pas plus que Victor Hugo. Bien, donc finalement, pourquoi je m'attache au vocabulaire et à l'orthographe? Eh bien, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la tradition, avec la nostalgie. Moi, je suis attaché à l'orthographe essentiellement pour une raison. C'est que lorsque je croise des erreurs d'orthographe dans un livre, mon immersion est brisée. J'attends d'un auteur qu'il chouchoute mon immersion, qu'il la favorise, qu'il fasse tout pour que je reste plongé dans son livre. Et pour ça, il faut que l'orthographe soit lisse. Il faut qu'il n'y ait rien qui me rappelle que ce que j'ai dans les mains, c'est du papier et de l'encre. Parce que le but quand même d'un auteur, quand il écrit, c'est de vous plonger dans son univers, de vous immerger dans son monde, et il faut pour cela qu'on oublie que ce n'est que du papier et de l'encre. Il faut que les personnages soient vivants, il faut que les scènes se jouent devant nos yeux, il faut qu'on s'identifie aux personnages, qu'on ait envie qu'ils réalisent leurs objectifs. Et donc, les erreurs d'orthographe en trop grand nombre, ça tue ces personnages, ça rappelle qu'ils ne sont que de l'encre sur du papier. C'est la principale raison pour laquelle je tiens à l'orthographe. Vous voyez que ça n'a aucun lien avec la tradition ou ce genre de choses. Et la principale raison pour laquelle je suis attaché à la variété du vocabulaire, et on ne peut avoir un vocabulaire varié que si on connaît plusieurs sens de plusieurs mots à travers les siècles, hein. On ne peut pas avoir de vocabulaire varié si on ignore les mots du 19e siècle, leurs différents sens, etc., voire 18e. Eh bien, c'est parce qu'ils ajoutent de la nuance, de la subtilité. Ça permet de faire des hiérarchies, hein. Ce n'est pas la même chose d'être joyeux et d'exulter. Ce n'est pas la même chose d'être content et d'être heureux. Les élèves aujourd'hui ont tendance à utiliser toujours le même mot pour toute une catégorie de situations. Par exemple, content. Le mot content, ils vont l'utiliser pour tout un tas de situations où en réalité, il y aurait des nuances à faire. On n'est pas de la même façon content quand on a eu une bonne note à un contrôle et content quand on a réalisé le rêve de sa vie. Ce n'est pas le même niveau de satisfaction. Sans vocabulaire, sans richesse lexicale, il n'y a pas de nuance. Et quand il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de pensée. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a une crise de la pensée. La pensée est la vraie pensée, la réflexion profonde est acculée, elle est dos au mur parce qu'elle subit l'attaque massive et puissante de tout ce qu'on appelle le prêt-à-penser, qui n'est donc pas de la pensée, hein. C'est-à-dire tout ce qui est slogan, punchline, phrases toutes faites, ce qu'on appelait avant des proverbes, mais aujourd'hui on a largement dépassé le problème du proverbe. Et là, on a un vrai enjeu.
on a un vrai enjeu, c'est au niveau de la subtilité. Je pense que la civilisation sans pensée, elle n'existe plus. Enfin, dans un sens un peu, dans un sens un peu mélioratif du mot civilisation, bien sûr, hein. Là, je ne parle que d'un aspect, bien sûr. Donc voilà pourquoi je continue, en tant qu'enseignant, à être très engagé personnellement dans l'enseignement du vocabulaire et de l'orthographe. Mais sans me laisser parasiter par d'autres considérations qui sont pour moi moins pertinentes. Ce n'est pas très pertinent de brandir sans arrêt la bannière de la tradition, du patrimoine. C'est bien, hein, il faut savoir d'où l'on vient. Il faut savoir d'où l'on vient, mais il ne faut pas se laisser euh, bouffer, si je peux me permettre. Il ne faut pas se laisser bouffer par le passé. Il ne faut pas interdire aux pratiques d'évoluer. Et si le français un jour, tel qu'il est aujourd'hui, si le français un jour disparaît totalement, eh bien, il n'aura fait que suivre la trajectoire de toutes les autres langues depuis le début de l'humanité, hein, puisque les langues, en tout cas si on prend un état de langue à un moment précis, les langues ont une espérance de vie moyenne de 200 ans, je dirais, avant qu'elles aient suffisamment changé pour qu'on considère que voilà, un état de langue est terminé. Le français a une longévité, je trouve, déjà bien supérieure à la moyenne, parce que bah, voilà, on s'est accroché de toutes nos forces à le préserver le plus possible via l'école, via l'Académie française, via tout un tas de politiques. Mais une langue, c'est comme un être humain, hein. Ça a un cycle de vie et de mort. Voilà, j'espère que cela vous a fait réfléchir. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes absolument pas d'accord, merci de l'écrire en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, réfléchissons bien.